Ah, ça met l'ambiance, hein. Pou, pou. Alors, on commence avec Absatou. Votre question à Christophe Castaner. Moi, c'est pas une question, c'est un constat. Alors, figurez-vous que quand on vous a vu arriver, on s'est dit, mais il a un look absolument incroyable, toujours bien habillé, costume impeccable. Je vous dis pas tout ça pour faire sauter mes PV, hein. Mais on s'est dit, bien, continuez. voilà, on s'est dit, il est sexy, il est incroyable. Vous avez vu, toute la presse a titré, voilà, en disant qu'il était presque un dieu du stade. Moi, je voulais me frotter, moi. Oh non. Et alors là, je me suis dit quand même, comment on peut passer de dieu du stade au look de Chuck Norris? Mais alors C'était expliquez-moi. avant, ça. Mais ça, c'était avant. J'ai trouvé justement. une photo de ces... Non, moi, je veux comprendre ce qui s'est passé entre ce moment-là et maintenant. Ah, mais... Voilà. Qu'est-ce qui fait que... Regardez cette coupe de cheveux incroyable, avec cette longueur sur la nuque, cette chemise ouverte, avec cette une chaîne en or qui brille, comme Ayam le disait dans son... Voilà. C'était au PS, Avec Raquel, il y avait pas de d'ailleurs, à ce budget. moment-là. C'était au PS, il n'y avait pas de budget, ça doit être ça, la veste trop grande. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Même les mains ont l'air stressées. Excuse-moi, c'est pas ça. Expliquez-nous. Expliquez-nous. On veut comprendre ce qui s'est passé. Alors d'abord, j'ai gardé la chaîne en or parce que c'est le cadeau d'anniversaire de ma maman pour mes 18 ans. Donc celle-là, elle me quitte pas. Ensuite, j'avais un coiffeur qui adorait la nuque longue version Chris Waddle. Ouais, Vous vous c'est ça, souvenez de Chris la Waddle, le nuque joueur de mulet. football de l'OM. Et donc, j'osais pas le contrarier. Et puis après, le pire, c'est que globalement, je trouvais ça pas mal. Hein. Non, mais c'est vrai que Christophe a eu une autre vie avant. Il y a eu toute une époque où il a failli mal tourner, etc. C'est un peu à cette époque-là. Et Raquel, elle pense que j'ai mal tourné quand même. Hein. Ah non, non, au contraire. Et l'accent, vous l'avez perdu, l'accent? Parce que vous venez du sud de la France. En fait, j'ai jamais vraiment eu, mais je l'ai sur des mots rose, jaune. Là, Rose, évidemment, j'ai ah oui. l'accent. Ah ouais, Voilà. Ah oui. Bon, Gilles William, quelle est votre question pour notre invité fil Moi, rouge? c'est une question double. Ça restera entre nous. Hein. D'accord, on est contre nous. Franchement. Hein. Dans les 7 mercenaires, je suis pas la brute. Le truand. Très sincèrement, est-ce que... Merci. C'est ça, n'attendez pas moins de toi. Et une avocate qui Oui, dit oui, ça à mais un je avocat. préfère- Hein. À tout prendre, je préfère le truand. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez un petit peu excédé le soutien à M. Ryan Nezar, le porte-parole Comet d'En Marche, l'insulteur compulsif qui ne peut pas rencontrer un contradicteur sans le traiter de fiotte? Quand il est tout petit. Oui, non, l'histoire, il ne s'est pas prescrit il y a 4 ans. Et secondement, T'as vu l'âge qu'il a est-ce que vous ne pensez pas non plus que pour tentouiller de l'excuser, vous ayez expliqué que c'était un petit gars de Montreuil? C'était pas très gentil, ni pour Montreuil, ni pour ses victimes. Cher maître, moi j'ai le sentiment que quand on plaide, il faut avoir de quoi plaider. Ouais. Alors les propos que vous rapportez, je ne les ai jamais tenus. D'ailleurs, dès qu'ils sont sortis, rapportés par un tiers qui aurait dit à une journaliste que j'aurais dit, alors que j'avais fait un choix simple, celui de ne parler à aucun journaliste quand le sujet est sorti dans la presse avant de rencontrer Ryan. Parce qu'avant de m'exprimer, je pensais qu'il était nécessaire que je lui parle. Après lui avoir parlé, j'avais le sentiment qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de ces mots qu'il avait utilisés il y a quelques années quand il était étudiant. Par contre, je n'ai jamais fait les commentaires qui me sont prêtés. Je les ai démentis immédiatement, mais il n'empêche qu'une fois que c'est lancé, tout le monde commente Bah oui, les c'est commentaires difficile, et jamais la vérité. Dont Mais bon, il est parti de toute façon, Ryan. Il a démissionné parce qu'on a eu le sentiment, lui et moi, qu'il était empêché d'exercer sa fonction de porte-parole. Et c'est dommage parce que c'est un type formidable qui a réussi ses études, qui avait envie de faire, mais qui, étudiant, a dit des mots inacceptables. Jérém Sarr, vous avez une question pour notre invité, fil rouge? Alors bonjour Monsieur Castaner. J'ai tapé donc votre nom sur oui, Google. mais là- Ça, c'est la première fois que je m'adresse à un politique. Il nous parle quand même avec plus de désinvolture. Bah écoute, alors donc j'ai tapé, Restons concentrés. j'ai tapé sur Google votre nom pour voir ce qui ressortait et le premier résultat forcément c'est Christophe Castaner, amour Macron. Vous avez déclaré donc au Point en octobre, j'assume cette dimension amoureuse, Emmanuel est fascinant, tout est chez lui. Donc moi j'aimerais aujourd'hui creuser un petit peu le sujet. Oh, Bah oui. On a 2 Et heures. j'ai prévu un petit quiz, alors c'est très rapide. J'espère que vous allez répondre sans langue de bois. Ce qui vous manque le plus quand vous êtes loin l'un de l'autre, c'est quoi? Sa jolie bouille, vos discussions ou pas grand-chose? Il me manque pas grand-chose, il m'envoie des textos, il me tient au courant. S'il vous demandait de lui prêter 1 000 €, vous lui offririez tout de suite, sans Oui. l'interroger sur la raison de Oui. cet emprunt, ou vous refuseriez gentiment en lui demandant de s'adresser à ses parents?
je lui prêterai immédiatement, parce que s'il me demande, c'est qu'il en aurait besoin, mais a priori, il y a assez peu de chances qu'il me sollicite. Quand vous l'apercevez au loin, votre cœur bat la chamade, vous vérifiez discrètement dans la vitrine que vos cheveux sont bien coiffés, ou vous avez envie de la tirer dans un coin? J'oserais pas les trois à la fois, et donc du coup, je l'aperçois rarement au loin, parce qu'on a un huissier qui nous introduit dans la salle de rendez-vous. Wow. Et enfin, dernière question, et c'est la plus importante. L'amour avec lui pourrait rimer avec toujours, peut-être un jour, ou calembour. Avec affection, lien, respect. C'est pas mal. Alors bravo Christophe Castaner, vous venez de répondre au questionnaire en ligne de version féminin, amoureuse ou pas. Donc félicitations, je vous annonce que vous êtes complètement accro à 73%. Apparemment, vous avez tiré le gros lot, cet homme vous fait complètement tourner la tête, vous êtes prêt à vous mettre en 4 pour le rendre heureux. Vous semblez fou de lui, pardon. Prenez bien soin de cette relation, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui nous touche à ce point. Qu'en pensez-vous? Pour vous que Brigitte n'ait pas entendu cette émission, c'est tout. Voilà, c'est tout. Très bien. Natacha Polony, une question pour Christophe Castaner. Une question, moi j'ai écouté les vœux du président à la nation et j'ai entendu Emmanuel Macron dire qu'il voulait combattre les nationalistes et les sceptiques. Alors les nationalistes, je veux bien comprendre, encore que je pense qu'il faudrait définir exactement qui sont les nationalistes. Mais les sceptiques, là, pardon, mais ça me surprend terriblement parce que le scepticisme, c'est l'exercice du doute, c'est-à-dire de la raison critique, c'est le fondement de la pensée libre. Alors, est-ce qu'il faut comprendre par là que finalement, La République En Marche ne supporte pas qu'au-delà de la communication, on s'interroge réellement sur ce qui est concret, les résultats qui peuvent se faire attendre, que ce soit sur l'environnement, derrière la com. Donc, vous ne voulez que des croyants et surtout pas des gens qui exercent leur raison? Non, mais d'abord, je crois à la force du doute. C'est Alain qui disait que le doute est le sel de l'esprit, et c'est pour moi un vrai moteur. Ça l'est aussi pour Emmanuel Macron. Ah bon? Mais les sceptiques qu'il visait sont ceux qui voient la France en gris ou en noir. Ou même si on a confiance, par exemple, et aujourd'hui on a une très forte progression, donc confiance dans l'avenir de la France, d'un point de vue économique, on continue quand on pense pour soi-même que tout va mal. Ces gens qui vivent en noir la réalité, certains en souffrent. Mais d'autres, en politique, sont les professionnels de la dénonciation permanente. Ce sont plutôt ceux-là, les sceptiques, qu'il évoquait. Oui, mais ceux qui sont, que vous appelez Je tente de professionnels traduire de Macron, la dénonciation permanente, sont parfois ceux aussi qui, en effet, ne se laissent pas avoir par des exercices de communication. Une communication qui a totalement envahi la politique et qui, sans doute, est très bien maîtrisée par le président de la République. Mais on constate tout de même que dans la politique qui est menée, encore une fois, derrière les annonces, eh bien, parfois, il n'y a rien, et je pense notamment aux questions environnementales. Non, mais un seul sujet, c'est la loi sur les hydrocarbures qu'on vient de voter et qui prévoit la fermeture de la totalité des centrales productrices de CO2 à des échéances extrêmement courtes parce que c'est nécessaire, ça n'existait pas. Ce n'était pas le cas en France et qui s'engage à refuser toute extractation dans nos sols, que ce soit les gaz de schiste ou le pétrole. C'est une loi qui vient d'être votée sous l'autorité de Nicolas Hulot, ça va dans le bon sens. Oui, très bien. Raquel Garrido. Une question pour Christophe Castaner. D'abord, je suis ravie de vous revoir. Je ne vous avais pas vu depuis que je suis allée à Matignon poser une question. Avant votre première émission ici. Voilà, c'était dans le cadre de cette émission. Alors, c'était beaucoup vu pendant la présidentielle. Oui, on s'est croisés quelques fois. On a croisé le fer. Tu as eu d'ailleurs ton petit succès. Voilà, alors lui, il a gagné, moi j'ai perdu, et du coup, je suis ici. Ah ben, alors si j'avais su, j'aurais peut-être... voilà, vous avez des regrets. J'ai une question, une question à vous poser, mais d'abord vous rapporter un témoignage qui est absolument authentique. Monique, qui travaille dans une banque de dépôt, a passé le plus clair de ses journées de janvier, depuis le 1er janvier, à répondre à la colère, aux questions, au désespoir de ses clients retraités qui ont constaté la baisse de leur pension parce qu'elles sont désormais soumises à la CSG. Parmi ces clients, une dame, appelons-la Madame Martin. Elle avait donc une retraite complémentaire, elle a une retraite complémentaire et de réversion qui a été payée le 1er janvier et qui a été rabotée. Elle a une retraite de base qui a été payée le 9 janvier et qui a été rabotée également. Et du coup, en fait, elle gagnait avant 1 283 €, maintenant elle gagne 1 262 €. Alors vous allez me dire, tout ça, 1 200 €, ça fait partie des gens qui gagnent plutôt bien leur vie, ou en tout cas suffisamment pour ne pas être considérés comme ceux qui sont exemptés de cette baisse de CSG. Mais dans le cas de Mme Martin, qui est un cas usuel,
elle a 1049 € de frais obligatoires. Par exemple, le loyer, EDF, etc. Je ne fais pas la liste, vous voyez ce que ça veut dire. Au final, elle a donc, cette dame, 213 € pour vivre, pour tout le reste. La nourriture, les produits d'hygiène, les vêtements. Ça fait 7 € par jour. La baisse de ses revenus, ça équivaut à 3 jours de ce qu'elle a pour subsister au quotidien. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous avez l'intime conviction que appauvrir ces gens-là, c'était la bonne décision à prendre? D'abord, on l'a fait dans la clarté. Dès le 10 décembre 2016, vous étiez comme moi engagé dans la campagne. Emmanuel Macron avait dit la chose suivante. Je souhaite augmenter les salaires de la totalité des femmes et des hommes qui travaillent dans ce pays. Et donc, Monique a effectivement connu une baisse de revenus parce qu'on a décidé d'augmenter de 1,7 la CSG. Par contre, la totalité des salariés à la fin de ce mois de janvier, 21 millions, qu'ils soient smicards, vont connaître une forte augmentation. Et à la fin de cette année, ça représentera en moyenne 500 € par personne qui travaille. On a fait un choix, celui de favoriser le travail, parce qu'il fallait augmenter le pouvoir d'achat des Français qui sont en activité. Et ensuite de faire porter l'effort sur la CSG, parce que la CSG, c'est un impôt plus juste, qui porte sur la totalité des revenus, y compris les revenus du capital. Et je pense qu'on est aujourd'hui sur une assiette beaucoup plus large, où effectivement, il y a une catégorie de perdants, et je sais que c'est difficile, surtout pour les plus petites retraites, c'est effectivement celles et ceux qui sont dans ces 1400 €, ou 1,7, ça représente un peu moins de 20 € par mois, et c'est une somme non négligeable. Mais le choix qui a été fait, c'est celui de faire en sorte que tous les salariés, et je ne doute pas que si je reviens à la fin du mois de janvier, parce que les salaires sont plutôt payés à la fin du mois de janvier, vous aurez l'occasion de me dire, c'est plutôt chouette qu'il y ait 21 millions de Français qui aujourd'hui aient une forte augmentation salariale. Et là, je vous parlais de cette dame, Monique en question, la banquière, elle a fini par lui donner 10 € de sa poche, et en lui disant aussi, allez au secour populaire. C'est pas que vous romancez un tout petit peu ça. Je pense que ça mérite un tout petit peu mieux. Si vous voulez. D'ailleurs, voici Monique. Elle arrive. Ah non, c'est pas du tout romancé. Je parlais de la banquière qui avait donné les 10 €. Ah non, je vous assure que c'est la réalité parce que cette dame a craqué dans son La bureau. banquière aurait pu rappeler à Monique, parce que manifestement elle suit l'actualité, que dès le mois de septembre, elle bénéficiera d'un tiers de la baisse de sa taxe d'habitation, qui rapportera pour Monique beaucoup plus que les 7 € en question. Non, c'est pas du tout sûr. Une taxe d'habitation, allez, on la met pas cher, 500 €. Un tiers, ça nous fait 166 €. Ce sera plus que les 7 € ramenés au mois. Vous faites 7 fois 12. C'est même le double. C'est même le double, Raquel. Et donc, elle aura une augmentation de son pouvoir d'achat. Ça suffit. François-Olivier Gisbert, votre question pour Christophe Castaner. Alors, moi, c'est une question personnelle. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça parce que je suis sûr que vous allez nous faire un peu de langue de bois. Bon, la succession de Jean-Claude Gaudin est ouverte à la mairie de Marseille parce qu'il a annoncé qu'il allait partir. Bon, et c'est vrai que dans certains milieux, par exemple à la Provence, journal, où il y a beaucoup excellent journal. Il y a un excellent expert qui s'appelle François Tonneau, que vous devez connaître. Plein de gens, en tout cas, pensent que vous serez le prochain candidat à la mairie de Marseille et peut-être même avec le soutien de Jean-Claude Gaudin. Et qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce qu'au fond, Marseille, ça ne se refuse pas. Et Marseille, peut-être que Marseille vous tend les bras, non? Marseille se refuse jamais. La preuve, Jean-Luc Mélenchon est tombé amoureux il y a peu de temps de cette ville passionnément. C'est une ville que je connais bien, que j'aime aussi passionnément, comme tous les gens qui connaissent Marseille. Les gens vous aiment là-bas. Et vous avez l'accent, il y a tout. J'ai bien fait de venir, mais aujourd'hui, ça n'est absolument pas mon actualité. Mais là, vous allez vous faire chier. Délégué général d'En Marche, comme ça, secrétaire d'État. Maire de Marseille, c'est pas simple non plus. Hein. Oui, mais enfin, en tout cas, c'est une belle ville qui avance, qui progresse. Enfin. Je vous le dis, aujourd'hui, je sais que mon nom circule beaucoup pour être candidat à Marseille. Ça n'est pas mon actualité. Oui, mais vous pourriez y aller. Ah ben, il ne faut jamais rien exclure en politique, mais alors ce n'est vraiment pas le chemin que je prends aujourd'hui. Je me suis rendu à Marseille il y a quelques mois, je ne me suis pas rendu depuis. Ce sujet n'est pas pour moi d'actualité. Mathieu, vous avez rencontré Emmanuel Macron? Oh là là, mais je vous comprends, hein. Ah, rien pareil. Je comprends l'amour, tout ça. Bah ouais. Non, mais je vous raconte une histoire vraie, OK? Sans déconner. J'écris dans Charlie Hebdo et dimanche dernier, il y avait les 3 ans, les commémorations des 3 ans, donc on était tous devant les locaux de Charlie, là où il y a eu la tuerie. Et donc on dépose la gerbe de fleurs, tout ça. Et après, donc il y a Emmanuel Macron qui arrive avec sa femme et Anne Hidalgo. Okay, Anne Hidalgo, je la connais. On s'est rencontrés quelques fois. Elle me dit bonjour Mathieu. Elle me fait ça va. Je dis ouais, ça va, je suis pas venu en voiture, donc c'est bon. À ce moment-là, il y a Brigitte Macron qui arrive, qui est très émue, qui est en larmes, vraiment. Donc peut-être qu'elle est venue en bagnole. Et là, il y a Emmanuel Macron qui arrive. Et alors on me présente, je dis voilà, la présidente qui me présente, Monsieur Macron, je vous présente. Et là, Manu, c'est ce qu'il me fait. Et mon regard, il me fait mais je connais très bien Monsieur Madénian.
Alors, je fais ma blague préférée. Je fais, écoutez, monsieur, je sais pas, vous me rappelez quelqu'un, mais je sais pas qui. Tu vois, je dis comme ça. Et là, il me serre la main. Et il me dit, on fera les vannes une autre fois. Et en partant, il me touche les fesses comme ça. Non. Ouais, parole d'honneur. Je suis resté... Oh, l'agression. Je suis limite amoureux. Non, mais je vous dis la vérité, il m'a eu. C'est-à-dire que... Je l'ai vu partir. J'y crois pas. Là. Ah, mais parole d'honneur. Et je l'ai vu partir. C'est du pénal. Sur la tête de ta mère. Ah, mais c'est la vérité. Oui, je le jure. Le soir même, le soir même, Sur je la le tête vois. de ta mère. Il est en Chine avec le président chinois. J'étais jaloux du chinois. Je fais, oh là là, il lui parle. Il m'a eu. Voilà, c'était les 7 mercenaires face à l'invité fil rouge. Voilà.